Daniel, je te laisserai prendre la main. Alors Oui, donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints à l'instant. Donc, on va parler aujourd'hui d'autoconsommation photovoltaïque. Euh, donc, notamment, alors les objectifs de cette séance aujourd'hui, euh, en gros, c'est d'apporter des aspects, faire le point sur les aspects réglementaires, hein, puisqu'on a des textes sont sortis début d'année dernière. On avait déjà organisé un webinaire sur le sujet avec le cabinet Indigo sur les grands principes, le b.a.-ba du photovoltaïque. On parlait aussi de l'obligation de solarisation sur les parkings. Là, l'idée, c'est avec Daniel d'aller un petit peu plus loin et de faire un focus sur l'autoconso, puisqu'on a des projets autoconsommation individuelle, autoconsommation collective, qui, qui sont en montage sur plusieurs établissements. On verra donc ces deux grands principes. Et aussi, quand on parle de montage, il n'y a pas que autoconsommation individuelle versus autoconsommation collective, il y a aussi les différentes formules, c'est-à-dire avec investissement, sous forme de loyer avec option d'achat. On voit qu'il y a plusieurs montages qui existent et plusieurs acteurs qui peuvent aussi porter des projets. On parlera de tiers investissement en fait. Donc ce sont aussi des possibilités pour que les établissements passent le mur, on va dire, et puissent être équipés. Donc on le verra rapidement. Et puis un focus aussi, comme on est sur euh, la cible établissements sanitaires médico-sociaux, il y a des contraintes, on va dire, liées à l'activité, notamment aux élistations qu'on retrouve sur un certain nombre de sites. Donc, pareil, Daniel, qui a une expérience sur ces sujets-là, pourra en parler et tout ce qui est aussi urbaniste, tout ce qui est, pardon, le volet urbanisme, volet technique, structurel. Donc ça, ce sera abordé. L'organisation aussi de vos projets, parce qu'un projet photovoltaïque, ça demande un petit peu de temps et un peu de méthode. Donc ça, pareil, Daniel vous en parlera. Et puis, ce sera déjà pas mal, hein, on a un temps jusqu'à 12h30, questions-réponses comprises. Daniel vous présentera aussi deux opérations en Bourgogne-Franche-Comté, portées par des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et puis, l'objectif pour nous aussi, c'est de faire connaître le programme. Rapidement, donc Daniel, je l'ai associé et je suis très heureux que tu aies répondu positivement à mon invitation pour voilà, présenter tout ça aux établissements. Daniel intervient quand même avec son équipe un certain nombre de projets en Bourgogne-Franche-Comté alors pas que sur les établissements sanitaires et médico-sociaux, il les présentera. Et donc c'est plutôt des projets de très bonne qualité. Donc c'est pour ça que je suis très content que tu puisses intervenir. Vos micros, caméras sont coupés, vous l'avez vu. Vous pouvez donc bien sûr utiliser le chat. Vous pouvez vous renommer aussi. Alors ça, c'est plus pratique pour nous, animateurs de ce webinaire, pour bien identifier qui pose la question et de quel établissement. Euh, alors, pareil, j'anticipe un peu les questions qui sont posées, qu'on voit régulièrement dans le chat. C'est bien enregistré. Les supports seront disponibles là, sur notre site Reset Pôle Énergie. Là, je vous ai mis justement un petit visuel sur le dernier webinaire sur les aides financières pour les énergies renouvelables thermiques, où là, vous voyez par exemple, les supports sont en ligne et puis la vidéo un petit peu plus loin. Rapidement pour le programme Reset, un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà. euh, Face à un certain nombre d'éléments de contexte d'enjeux patrimoniaux, mais aussi d'enjeux de prix de l'énergie, de aspects réglementaires qui incombent aux établissements, et surtout aussi sur ces volets de confort des bâtiments, de fragilité quand même des publics accueillis. L'ARS, l'ADEME et la Banque des Territoires ont décidé de lancer le programme Reset. Alors, en 2021 dans l'objectif justement de pouvoir mettre en place un programme d'information et d'accompagnement pour les 1200 établissements de la région sur les sujets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, mais aussi de confort, de qualité d'air intérieur, de risque radon et risque légionnel, qui sont un peu la particularité en Bourgogne-Franche-Comté de ce programme. Il existait déjà des programmes à peu près équivalents, plutôt portés sur l'énergie côté Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Et donc en Bourgogne-Franche-Comté, l'idée c'était d'intégrer ces enjeux-là dans le programme. Donc nous sommes donc le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, centre de ressources régionales du bâtiment durable, équipe de 11 personnes, située à Dijon et à Héricourt. À Héricourt, il y a le siège social de la structure. Et les collègues qui sont chargés de formation, chargés de mission thématique, travaillent sur
les domaines du réemploi des matériaux dans le bâtiment, qualité d'air intérieur, matériaux biosourcés, rénovation énergétique. Et puis, donc, on a cette particularité du programme RESET où on intervient plus spécifiquement sur l'ensemble des thématiques citées. Et pour la partie maîtrise d'ouvrage, mes collègues interviennent plutôt auprès des professionnels et acteurs du bâtiment, que ce soit la maîtrise d'œuvre, les architectes, les entreprises. Voilà. Donc, c'est pour le pôle énergie. Pour l'équipe Reset, rapidement aussi, donc de gauche à droite. Donc là, on est sur le salon Opitech qui était à Beaune cette année, dans notre région. Donc moi, j'interviens, je coordonne le programme et le réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Donc, ce nouveau réseau de professionnels qui accompagne les établissements, des conseillers partagés. Line Audrey, qui est apprentie à l'ARS et qui travaille avec nous sur le programme, et Karine Vrel, donc, qui est au pôle énergie, donc qui est sur l'antenne de Dijon, et qui travaille plus particulièrement sur les questions de santé environnementale dans le bâtiment, voilà, pour vous accompagner. QI, Radon et Légionnel. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà le cas, à vous inscrire, à devenir membre du réseau, pour pouvoir justement pouvoir bénéficier de voilà d'informations, de conseils, de contacts, d'outils, de ressources. C'est gratuit. Vous avez simplement à vous connecter sur notre site internet, vous inscrire. Et donc, il est réservé aux établissements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a déjà 270 personnes, aussi bien des professionnels de santé que des directeurs de services techniques ou directrices de services techniques, patrimoine, mais aussi d'établissements, personnes qui travaillent dans les services financiers. Donc, c'est très, très large. Toutes les personnes qui sont de près ou de loin concernées par ces sujets-là. Et pour finir, je vous présente, pour ceux qui ne sont pas encore membres, en vous inscrivant, on a mis en place avec l'ADEME un intradem. Donc, c'est une plateforme qui existe déjà pour d'autres réseaux où on a donc des rubriques documents. On partage donc de la ressource, rubrique conversation, un annuaire et puis tout ce qui est relatif aux événements, formations, réunions, webinaires. C'est une plateforme où vous retrouvez voilà, une plateforme unique où vous retrouvez toutes ces fonctionnalités qui vous permettent de facilement pouvoir converser avec vos pairs et puis avoir de la ressource et pouvoir avancer je dirais, en quasi-autonomie sur ces sujets-là. Voilà, je ne vais pas plus long. J'arrête le partage de l'écran. Puis Daniel, je te laisse du coup prendre la main. Allez. Très bien. Hop. Voilà, on est bon. Ça devrait arriver. Un petit peu de... Voilà, je pense qu'on va y aller. Très bien. Alors, j'espère que, du coup, ça vous permet de ne pas avoir les sous-titrages. Alors, je suis en train de regarder si on est bien. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, on t'entend, mais par contre, à l'écran, il n'y a pas encore de présentation, il n'y a pas encore l'écran. Alors, tac. Je suis en train de vérifier que normalement, tac. Je pense qu'on devrait y arriver. Voilà. Oui. Voilà, c'est Et tout bon. là, est-ce que c'est bon à nouveau? Alors là, on est encore en Ah, mode, tu sais, diapo. On n'est pas encore sur et là, ça doit être l'affichage. bon. Ouais, c'est bon. Allez, super. Bon, et ben du coup, il fallait une petite minute. Alors, je vais essayer de rattraper le temps perdu. Alors, justement, très rapidement, pour présenter rapidement un petit peu mon appartenance. Donc, je travaille dans le solaire depuis plus d'une vingtaine d'années, toujours dans ce domaine-là, donc avec pas mal de recul sur les choses. Je pense que David l'a dit assez vite. J'ai pas mal aussi d'autres
prérogatives. Je vous appelle justement aujourd'hui depuis le siège de l'AIE à Paris, parce que je préside le programme photovoltaïque au sein de cette Agence internationale de l'énergie, qui est un programme vraiment orienté innovation. Et vous verrez qu'il y a, et par moment, je vais un petit peu vous partager des petites choses qui décrivent le futur du photovoltaïque, mais on va quand même essayer d'être assez concret. Donc, je dirige l'activité solaire du bureau d'études planaires, qui est un bureau d'ingénieurs conseil assez présent en Bourgogne-Franche-Comté, avec une grosse 150aine de collaborateurs mêlant à la fois l'origine suisse et la représentation française, dont le siège est à côté de Besançon. C'est une entreprise indépendante qui nous permet, et c'est peut-être juste là le point important à partager avec vous aujourd'hui, de prendre pas mal de recul par rapport à l'ingénierie photovoltaïque dans son ensemble. Voilà. Un fait aussi très important, qui est un miroir à la fois des choses que l'on défend côté planaire et qui traduisent aussi le fait que je suis assez impliqué au sein de l'association Négawatt, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts pour développer du solaire sur nos établissements? Bien sûr, il y a les obligations, bien sûr, il y a l'intérêt économique, mais c'est pas mal de rappeler qu'en 2023, notamment, on a eu l'année la plus chaude sur la planète avec 1,5 degré en moyenne par rapport à la moyenne pré-industrielle, c'est-à-dire entre 1850 et 1900. Et donc, toutes les décisions que nous prenons ou que nous sommes amenés à prendre auront un impact vis-à-vis de ça. Et le solaire en est une brique. Voilà. Et on le voit là sur ce graphique qui montre un petit peu les évolutions assez vertigineuses tendancielles et qui ont un impact direct sur pas mal de choses. Voilà, après ce petit introduction, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous voyez notre menu. L'idée jusqu'à midi et demi, c'est d'essayer de scanner un petit peu toutes les grandes parties. Vous verrez qu'à 11h45, pour une dizaine de minutes, David m'interrompra et on essayera de répondre à vos questions. Le chat est très utile pour ça et vous pourrez même prendre la parole éventuellement. Et vous voyez qu'on va avoir à la fois des approches techniques et non techniques. Et l'idée, c'est vraiment de vous montrer par le menu comment on arrive à résoudre un petit peu toutes les embûches ou toutes les précautions à prendre sur un projet solaire photovoltaïque. Alors, donc on commence par les prérequis techniques. Le prérequis technique, ce sont notamment les aspects réglementaires liés, les conséquences techniques liées à l'obligation de solarisation des toitures et des parkings. Les grandes lignes, en gros, vous voyez, il y a trois aspects. Il y a une obligation d'installation de panneaux photovoltaïques à partir de juillet 2023 sous différents types de bâtiments et à travers des surfaces minimum. On voit pour les bâtiments commerciaux, industriels et artisanaux, on est au-dessus de 500 mètres carrés. Pour les bureaux, donc ce qui sans doute souvent classifie une partie de vos bâtis, de votre patrimoine, c'est 1000 mètres carrés. L'obligation qui est également assez impactante, on le verra après plus dans le détail, c'est au-dessus de 1500 mètres carrés, on a une obligation de solarisation des parkings existants. Ça, c'est un autre sujet qui est un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus impactant. Mais on va voir quand même que la situation n'est pas du tout aussi critique et que si vous devez retenir quelque chose, si vraiment vous ne voulez pas faire du solaire sur votre parking, il y aura sans doute des moyens de l'éviter. Il faudra vraiment, on va dire, plutôt qu'il y ait une adhésion à la volonté de solariser, qu'il y ait un gain économique, puisqu'on verra qu'une des raisons d'exemption seront la non-rentabilité économique. Donc, ce n'est pas plus mal, en fait, par rapport à cette marge quand même qui est assez haute avec une obligation systématique sur ces surfaces. Je vous rappelle que 1500 mètres carrés, c'est dégagement inclus entre 50 et, allez, pour être le plus généreux possible, une cinquantaine et une centaine de places. Donc, ça va assez vite quand on a des établissements de taille significative. Et puis, on verra l'impact aussi du décret tertiaire qui impacte les bâtiments tertiaires et commerciaux de plus de 1000 mètres carrés avec une obligation de réduction de la consommation d'énergie. Alors, j'aime bien présenter la diapo suivante qui est ce tableau. Et c'est là tout l'intérêt, je pense, que vous ayez accès aux diapos après coup, parce que c'est assez immangeable, hein, mais ça vous montre quand même qu'on a, pour chacun des segments, bâtiment neuf ou rénovation lourde, parc de stationnement neuf ou en rénovation, et parc de stationnement existant, on a toute une série de mises en obligation qui vont se faire progressivement, avec des critères sur les surfaces d'emprise au sol. Donc on voit que notamment, dans le cas des bâtiments neufs, on a, et c'est vraiment une nuance que je vous demande vraiment d'essayer de retenir, sur les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions, on peut à la fois soit mettre des ENR, soit végétaliser. Par contre, quand on est sur des dispositifs
liées à des parcs de stationnement existants, tout en bas, on doit solariser. On ne peut pas substituer par de la végétalisation. Alors, c'est en l'état, c'est actuellement la réglementation. On pense que ça va évoluer parce que c'est très restrictif. Mais pour le moment, en fait, de végétaliser un parking existant ne permettra pas d'être conforme à l'obligation. Et entre les deux, vous avez, pour les parcs de stationnement extérieur ouverts au public, neufs ou rénovés, là, on peut mettre en place des dispositifs d'ombrage. Donc, ça peut être, et c'est là l'intérêt, soit du photovoltaïque, soit des arbres, ce qu'on appelle la canopée large. Il y a toute une série de choses qui sont merveilleusement décrites à la française dans un décret d'application d'il y a quelques mois. Voilà, alors concrètement, quand on voit de manière un petit peu schématique les bâtiments existants, les obligations, elles sont surtout à partir de 2028 pour un ensemble on va dire, d'entités qui ont une emprise au sol, donc bâtiments de bureaux, bâtiments tertiaires, parcs de stationnement. Et ce qui est tout en bas, à mon avis, mérite l'attention. Donc c'est lié à la loi d'accélération des ENR, c'est que pour les parcs de stationnement extérieurs existants, à partir de 2026, il y aura obligation pour des parkings de plus de 10 000 m². Et à partir de 2028, 50% du parking devrait être solarisé pour les parkings de plus de 1500 m². Et une petite nuance qui est importante aussi à connaître, c'est que quand on dit surface de parking, c'est incluant les dégagements, entrée-sortie, et délimité par une entrée et une sortie commune. Petite particularité qui a tout son intérêt quand je fais une présentation de ce type, c'est qu'on n'a pas forcément accès. Les sanctions en cas de respect, de non-respect sont déjà établies. Ce serait de l'ordre de 20 000 € par an pour les parcs de moins de 10 000 m² et 40 000 € pour les parcs de plus de 10 000 m². Donc il y a quand même un aspect sanctionnel qui peut arriver. Par contre, je vais commencer à vous montrer un premier élément qui va quand même un petit peu moduler cette obligation. C'est notamment l'approche d'une exemption au motif patrimonial. Ça peut concerner certains d'entre vous par rapport à leurs établissements. Notamment, on voit à la fois pour bâtiments neufs, parking extérieur neuf ou en réhab ou parking existant. En fait, pour les deux premiers, quand on est aux abords de monuments historiques, dans un périmètre SPR, donc une zone protégée qui est recensée, dans un cœur de parc, un immeuble classé ou inscrit au titre des MH, l'obligation est applicable uniquement s'il y a le feu vert de l'autorité compétente. Et je vous laisse deviner qui est l'autorité compétente dans des cas patrimoniaux. Et donc, ça peut être aussi un autre élément de l'équation à mettre en œuvre. Donc, soit essayer de convaincre pour essayer de le faire, soit si en fait on voit qu'il y a un vrai préjudice patrimonial, ça fera une exemption de fait. Et vous voyez que pour les parkings extérieurs neufs ou en réhabilitation, on a une dispense d'ENR automatique, mais par contre, comme c'est quelque chose qu'on va construire, on a une obligation de végétalisation, toujours pareil, qui demeure sous réserve de l'accord de l'autorité compétente. Donc en gros, il y aura un dialogue qui se fera systématiquement, si vous êtes à moins de 500 mètres d'un bâtiment historique, avec vos collègues des architectes des bâtiments de France. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail des mécanismes de calcul d'un surcoût économique, on va dire, rédhibitoire, parce que les choses ne sont pas encore très claires. Il y a des décrets d'application qui sont parus, mais de notre point de vue, côté planaire, avec ma collègue Noémie Poise, que certains peut-être connaissent à travers d'autres réseaux, en fait, on reste très prudent vis-à-vis de ce calcul d'un surcoût économique. Et on voit très bien que si vraiment le projet n'est pas rentable, et notamment si vous avez déjà solarisé une partie de vos établissements, et donc que votre autoconsommation est déjà importante, l'obligation sur le parking, de fait, va entraîner en fait un moindre intérêt économique dans la valorisation de l'électricité produite. Et donc, alors j'espère que je parle de manière pas trop complexe, et donc sans doute avec une obligation qui risque d'être de tomber par une exemption pour raison de non-rentabilité économique. Voilà, donc c'est vraiment d'insister sur le fait que des projets qui ne vont pas être économiquement viables, en fait, feront sauter l'exemption, enfin l'obligation. Et donc, c'est plutôt positif pour notre filière, de manière à préparer quelque chose d'intéressant et pas de douloureux pour vous. Petite diapo aussi sur le décret tertiaire. Donc ça, je pense qu'on a déjà dû vous en parler souvent et à moult reprises. L'idée, c'est les 3 horizons, 2030, 2040, 2050, avec les moins 40, moins 50, moins 60%. Et la chose importante, c'est que l'autoconsommation individuelle est de fait automatiquement prise en compte,
puisque vous êtes tous, non pas sans savoir que vous devez renseigner en fait des consommations compteurs. Et donc, quand on fait de l'autoconsommation individuelle, forcément, on diminue la consommation compteur depuis l'extérieur. La RE 2020, pareil, je pense que vous avez tous en tête les éléments permettant de jouer sur les leviers pour être conforme à la RE 2020. Le photovoltaïque aurait pu avoir une part un petit peu meilleure, mais il est pas mal. Il est non obligatoire, mais il est conseillé dans la limite des maximums disponibles pris en compte par le moteur de calcul. Voilà, après cette première introduction, je pense, mise en jambe sur les aspects d'obligation, j'espère que ça suscite pas forcément trop de questions et que j'ai été assez clair. On va directement embrayer sur l'autoconso, individuel versus autoconsommation collective. Alors, c'est pas très compliqué, mais avant de faire un petit peu la distinction des deux, il faut quand même partir sur les modèles économiques. Quelle est la valorisation de l'électricité produite que l'on souhaite? Alors, l'historique de l'étape qu'on connaît tous, c'est la vente totale. C'est-à-dire qu'on a un tarif d'achat garanti sur 20 ans. Ça se fait de moins en moins, il faut être honnête, notamment dans vos établissements, puisque vous êtes des très bons consommateurs réguliers. On a aussi l'autoconsommation totale. Là, c'est, on va dire, la solution sans filet de sécurité. Ça peut être extrêmement intéressant pour les très gros établissements parce qu'on est très agile. On peut poser n'importe où, au sol, en toiture, en ombrière. On n'a pas de contraintes liées à, on va dire, un mécanisme d'obligation d'achat. Par contre, tout ce qui n'est pas consommé, en fait, soit est interdit d'injection, soit est, on va dire, vendu en gré à gré avec une entité tierce. Celui qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est l'autoconsommation avec vente de surplus, puisque en gros, on a quasiment tous les avantages. On autoconsomme ce qu'on peut, donc on économise beaucoup d'argent dans la mesure du possible, et le surplus est calibré pour être acheté pendant 20 ans à un tarif fixé à l'avance et sous le coup d'une obligation d'achat de l'État, donc avec une signature et une certitude. Ce mécanisme plaît bien entendu beaucoup à vos financeurs quand vous faites notamment appel à soit un emprunt, soit un tiers. Et enfin, l'autoconsommation collective qui, finalement, on le verra, est un autre mode de valorisation, mais qui fait appel techniquement au même type d'installation que les autres. On le verra en détail plus loin. Alors, le modèle d'investissement, bien sûr, David l'a exposé brièvement, soit on investit en propre, soit on fait appel à un tiers. On verra par la suite un petit peu les tenants et les aboutissants. Et tout ça étant, bien sûr, sous le coup d'un tarif d'achat, je vous l'ai rappelé, sur 20 ans, quand on est à moins de 500 kW, à travers ce qu'on appelle un guichet ouvert, c'est-à-dire une obligation d'achat, ou au-dessus de 500 kW à partir de soit d'appel d'offres, soit on va dire, de deal de gré à gré avec un tiers. Alors, la sécurisation du foncier ou de vos toitures ou de vos ombrières, on rappelle un petit peu les grands mécanismes. Soit on investit en propre quand on a la capacité d'investissement. Et là, je fais une petite parenthèse. On a vraiment, en 2024, beaucoup d'organismes bancaires qui étaient plutôt frileux auparavant, mais qui maintenant sont quasiment tous intéressés et même très, très intéressés pour financer des projets en propre. Puisqu'il y a, je pense, toute une série de raisons. Alors, même si les taux d'intérêt ont légèrement augmenté, ça concerne tout le monde, mais ça reste vraiment quelque chose de très intéressant à observer. Sinon, on a recours à un tiers, à du tiers investissement. Donc là, on voit, il y a plusieurs catégories. On peut mettre en place des baux, soit dans une configuration d'injection totale, donc ça, c'est un peu l'historique de l'étape, avec des baux civils ou emphytéotiques sur foncier privé, quand on est sur du privé, soit à travers ce qu'on appelle des COT, ou des baux emphytéotiques sur foncier public, quand on est dans la catégorie du public. Ça, c'est relativement simple, c'est très calibré, c'est assez peu risqué, ça s'est fait beaucoup, mais ça correspond à de l'injection totale, donc à de la vente totale. Le modèle qui est un petit peu plus complexe, c'est l'autoconsommation avec du tiers investissement. Puisque là, vous avez plus exactement la même certitude sur la part qui va être d'un côté autoconsommée et l'autre part qui va être vendue au réseau. Donc, on a quand même un faisceau d'incertitude sur la part entre les deux. Et donc, le tiers investisseur va prendre plus de précautions, d'autant que, et c'est un peu le cas de figure français, d'autres pays d'Europe ne le font pas, la vente du surplus sera toujours récupérée directement par
le propriétaire du compteur, donc vous, donc le consommateur. Donc après, on a tout un mécanisme. On peut faire un contrat d'usage si on est sur du droit privé, soit une concession de travaux dans le droit public. Et cette dernière est pas si simple et pas très simple à développer. Elle est possible, mais voilà, il y a encore pas mal de discussions entre les acteurs sur des détails juridiques. L'idée, c'est que quand on est sur du tiers, il y a un loyer qui soit versé au propriétaire et un engagement sur une durée longue. Alors, par rapport à d'autres acteurs de notre économie, on va dire, vous êtes plutôt en bonne position vis-à-vis des tiers, puisque l'engagement sur une durée longue, en général, ça vous convient bien, c'est totalement sécurisé par rapport à vos métiers, chose qu'on n'a pas forcément dans le secteur de l'industrie notamment. Et enfin, c'est possible aussi, certains de vos collègues l'ont déjà fait, de mettre en place des centrales au sol sur votre patrimoine. C'est pas très simple parce que déjà, on a une question de concertation et d'acceptation locale. Et d'autre part, en fait, on va le repréciser, mais les centrales au sol ne peuvent pas bénéficier, aussi petites soient-elles, d'une obligation d'achat et donc d'une sécurisation de la valorisation de l'électricité sur le long terme. Voilà, alors pour un petit peu résumer de manière graphique ce que je vous ai dit, vente totale, autoconsommation individuelle, autoconsommation collective, avec des petits dessins. Et c'est surtout cette diapo pour vous montrer, à travers les 3 valorisations possibles, on voit qu'en termes de raccordement, en fait, on peut tout à fait retrouver des similitudes. Et vous voyez notamment que sur l'autoconsommation collective, donc le schéma à droite, vous pouvez très bien faire de l'autoconsommation collective avec une ou plusieurs centrales photovoltaïques qui est raccordée sur le réseau en raccordement en vente totale. Ou, autre chose, vous pouvez aussi avoir, bien entendu, un raccordement de votre centrale photovoltaïque sur votre tableau électrique de votre établissement. Et à ce moment-là, il participe à l'autoconsommation collective en autoconsommant déjà au sein de l'établissement tout ce qu'il peut. Et c'est le surplus qui part sur le réseau qui, lui, sera partagé. Voilà, donc ça vous montre que les choses sont un petit peu enchevêtrées. Ce n'est pas non plus très compliqué, mais à chaque fois, il faut bien distinguer le mode de raccordement, c'est-à-dire la partie câblage, la partie technique, et le mode de valorisation. Alors là aussi, rapidement, je vous montre un petit peu les différents mécanismes, et notamment, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent dans la totalité, mais les mécanismes de seuil. On retrouve le fameux seuil en abscisse des 500 kW crête qui définit la différence entre obligation d'achat et appel d'offres, et notamment à ou creux, ce qu'on appelle les compléments de rémunération. Ce qui est quand même aussi important sur ce graphe, c'est la partie verte et la partie marron, qui montre que en fait, on a, notamment pour l'autoconsommation individuelle, c'est pour ça qu'elle est si populaire, on a une exonération sur la part autoconsommée des taxes. Et on a également un intérêt aussi économique sur le TURP, c'est-à-dire le tarif d'utilisation du réseau public. On paye moins que quand en fait on fait de l'autoconsommation collective. Et donc c'est vraiment aussi quelque chose qui incite avant tout d'abord à autoconsommer. La diapo suivante vous montre l'état entre le 1er mai 2024 et le 31 juillet des tarifs actuels. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, on est entre 8 et 12-13 centimes, sauf les toutes petites puissances où on va jusqu'à à peu près 14-15 centimes du kilowattheure. On a bien sûr des effets de seuil tarifaire et les plus acérés d'entre vous n'auront pas manqué le fait que je vous indique, je vous aide, la partie basse du tableau pour la vente de surplus. Beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est bien de le diffuser à tout le monde. La valorisation du kilowattheure en surplus pour une installation de plus de 100 kW est supérieure à celle de moins de 100 kW. Vous voyez, on est à 7,8 centimes et l'autre à 11,4. Donc ça, c'est assez bizarre, mais en fait, c'est un mécanisme que l'État a mis en œuvre depuis quelques années pour essayer de massifier et de privilégier des installations de taille significative. Vous voyez que là, on a clairement des effets de seuil qui peuvent apparaître. De la même façon qu'on a eu toute une période où on installait beaucoup de systèmes de moins ou égal à 9 kW crête. Vous voyez un petit exemple ici. Non pas parce qu'on n'avait pas de la place sur la toiture, mais parce que c'était plus intéressant économiquement. Et ça a changé depuis. Voilà. Alors, les schémas de valorisation entre ACI et ACC, donc autoconsommation individuelle ou autoconsommation collective.
Eh ben, c'est tout simplement que, en fait, on peut soit faire d'abord de l'autoconsommation individuelle et partager le surplus, je vous l'indiquais tout à l'heure, donc c'est un petit peu un rappel, soit faire de l'autoconsommation collective pure, c'est-à-dire que ben, sur un bâtiment, vous produisez, vous ne consommez même pas, parce que c'est par exemple un hangar désert avec même pas en fait un compteur de consommation, et là vous allez partager l'intégralité de votre production qui va être connectée directement sur le réseau public. Voilà. Un point quand même qui est très important, beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, mais c'est bien de vous mettre à la page précisément. L'autoconsommation collective, c'est quand même merveilleux, ça permet de partager l'électricité entre un et des producteurs et un et des consommateurs jusqu'à un maximum de 3 mégawatts. Donc ça commence à faire pas mal de surface, hein, c'est 1,5 hectare si on fait à peu près la conversion et de panneaux. Et bien sûr, ceci est limité dans la distance géographique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on parlait de 2 km entre les points les plus éloignés. Et là, depuis quelques mois, en fait, c'est maintenant très classifié, je vais vous le montrer après. En fait, on a des dérogations jusqu'à 20 km pour les communes rurales et 10 km pour les communes périurbaines. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Et pour vous, j'ai des exemples d'établissements ou d'entités juridiques qui regroupent une série d'établissements, notamment en milieu rural, et qui permettraient du coup de profiter, par exemple, d'un de vos sites un petit peu à l'écart, qui a toutes les conditions idéales pour produire, c'est-à-dire une toiture nickel ou un bâtiment à construire ou un parking à créer, ou voilà, tout dispositif qui facilite un kilowatt photovoltaïque installé à bon marché, et ben en fait, même si ce site n'est pas un très bon consommateur, de pouvoir partager le surplus, notamment sur, par exemple, un établissement qui serait plus âgé, moins adapté, et qui aurait des difficultés pour poser du solaire sur sa toiture. Voilà. Alors, bien entendu, on verra les distinctions. On a plusieurs types d'autoconsommation collective. On a ce qu'on appelle des projets mixtes, des projets patrimoniaux. Et vous, en tant que cible, c'est quand même très intéressant d'avoir avant tout une approche patrimoniale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous proposez de l'autoconsommation entre vous et vous-même. Ça a un avantage certain puisque vous n'avez pas besoin de fixer de prix. Vous générez des économies sur vos factures entre les différents établissements. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est vrai que c'est le plus simple puisque il n'y a pas de facture, il n'y a pas de facturation à faire ni de prix à fixer entre les différents acteurs. Alors bien sûr, tout ça repose sur des compteurs communicants et il faut créer ce qu'on appelle une personne morale organisatrice, c'est-à-dire une entité juridique qui va regrouper l'ensemble des participants. Et bien entendu, si c'est au sein de votre entité juridique, de votre établissement, eh ben, la PMO, ce sera vous-même. Voilà. La distance, elle est comptée quand on calcule 2, 10 ou 20 km entre les points de livraison des opérations, donc à la fois des consommateurs et des producteurs. Et bien sûr, on est tout à fait capable de créer plusieurs cercles de 2 km, hein, vous voyez sur ce graphe, ou des cercles qui regrouperaient des entités différentes. Là, vous avez un exemple avec l'essai de regrouper au maximum des producteurs et des consommateurs. Un compteur ne peut pas participer à 2 opérations d'autoconsommation collective distinctes. C'est un petit peu du bon sens, mais c'est bien de le rappeler. Alors, vous voyez ici, je vais passer assez vite, mais en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais la commune où vous êtes localisé, ou votre siège, est forcément classée au sein de l'INSEE en fonction de sa densité dans une catégorie de 1 à 7. Vous voyez, on a une grille communale allant des grands centres urbains à la Dijon ou à la Besançon vers du rural à habitat très dispersé. Donc là, c'est vraiment le petit village. Et ce n'est pas innocent puisque vous voyez dans ce tableau que plus vous êtes rural et plus vous pourrez prétendre à une dérogation importante. Donc typiquement, je prends ce département au hasard, hein, un département comme Lyon est quasiment exclusivement en zone de dérogation 10 km ou 20 km, sauf erreur de ma part, Auxerre. Donc vous voyez qu'on va très vite, on a un champ des possibles qui est très intéressant et donc qui favorise, on va dire, des approches d'autoconsommation collective dans des zones périurbaines ou rurales, en tout cas.
Voilà, ça, je vous le laisse plutôt, on va dire, pour butiner, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est toute la partie juridique, le cadre réglementaire qui régit à la fois l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective, avec ses différentes étapes. Mais surtout, je voulais vous apporter une info par rapport à tout ça, qui est le fruit notamment de ces textes. C'est qu'au point de vue du décret tertiaire, autant l'autoconsommation individuelle est comptabilisée, autant l'autoconsommation collective ne l'est pas. À partir du moment où vous bénéficiez, bien sûr, d'une production qui viendrait de l'extérieur. Voilà. C'est assez matiné de bon sens, mais ça peut être quand même un petit peu gênant quand on a une approche globale. Alors, bien sûr, l'autoconsommation collective, ça peut se faire à l'échelle d'un bailleur social entre lui et ses locataires. Ça peut se faire au sein d'une zone d'activité, vous avez dû entendre parler, avec un tiers producteur sur des bâtiments de la ZAC et des entreprises consommatrices. On est impliqué dans toute une série de projets de ce type-là. Ça peut être aussi une coopérative citoyenne, avec un collectif tiers investisseurs et des consommateurs variés. Et enfin, soit une collectivité, soit des établissements de santé qui peuvent permettre, puisqu'elles ont un patrimoine, de faire du patrimonial, mais elles peuvent aussi faire des choses un petit peu plus complexes. Voilà. Ceci dit, nous allons maintenant basculer, j'espère, David, que je suis à peu près dans les temps, les démarches et les études des prestations à réaliser avec et sans spécificité. Donc, vous verrez que c'est une longue liste, longue, enfin, toute proportion gardée, mais qui finalement, vous verrez, n'est pas si complexe que ça. C'est-à-dire qu'on prend les sujets un par un et on verra qu'il y a normalement pas de raison d'avoir des problèmes techniques. On sait les surmonter les uns après les autres. Alors, déjà, vous rappelez, quand on développe un projet, notamment sur vos établissements, soit sur des toitures, soit sur des parkings, principalement, on commence par réaliser des études de faisabilité indépendantes, donc qui peuvent être faites soit par des acteurs privés, soit par des acteurs publics, peu importe. Mais en fait, on essaye déjà de comprendre ce que l'on peut faire. Ensuite, on peut éventuellement mettre en place une aide à la structuration. Et donc là, je pense notamment à une approche d'autoconsommation collective, parce que là, on doit aussi beaucoup travailler la gouvernance. On peut passer par de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour développer, pour finaliser toute une série d'autres études complémentaires. Et puis enfin, la réalisation avec soit une approche en assistance à maîtrise d'ouvrage, soit à maîtrise d'œuvre. Et puis enfin, la même chose pour l'exploitation. Donc voilà, tout ça est une succession continue d'étapes. Et donc ça, c'est vraiment plutôt pour l'accompagnement, mais sur la méthodologie, notamment d'une étude de faisabilité, par ordre chronologique, en fait, on étudie le projet, les contraintes de terrain et de bâtiment, on verra un petit peu comment elles se déclinent, les obstacles physiques, les réglementaires, là aussi. Un point très important sur lequel, c'est pour ça que j'ai vraiment maintenu cette diapo, vous la connaissez peut-être déjà avec les différentes étapes, mais n'oubliez vraiment pas que quand on fait de l'autoconsommation, on établit un business plan un business model sur plusieurs dizaines d'années, entre 20 et 30 ans, et que, bien sûr, plus la production photovoltaïque va correspondre à vos besoins électriques et plus ce sera performant. Or, vos besoins électriques, dans les 25 ans qui viennent, risquent d'évoluer. Ou pas, mais très souvent, ils risquent. Et donc, il y a tout intérêt, quand on commence à vraiment étudier la faisabilité et le bouclage vraiment financier de votre opération, c'est vraiment d'être le plus détaillé possible et le plus visionnaire possible, ou le plus prudent, sur vos besoins électriques futurs. Parce que de cela découlera la pertinence du modèle économique associé. Alors bien sûr, on a cette vente de surplus qui permet de coiffer l'ensemble, mais on voit qu'elle est de plus en plus faible, mois après mois, depuis notamment quelques mois, et que du coup, le temps de générer et de développer des projets, vous verrez qu'il y aura de plus en plus intérêt à consolider la part autoconsommée. Voilà, donc bien entendu, implantation possible, prédimensionnement, optimisation et scénario, et enfin, bien sûr, les bilans économiques. Tout ça pour sécuriser le projet. Voilà, c'est un petit rappel. Et il y a un mot magique que vous avez sans doute identifié et que je n'ai pas cité, qui est en gras à droite de la ligne surlignée, c'est NDE. Bien entendu, c'est très important également de mener en parallèle de solarisation, bien sûr, la possibilité d'améliorer le gisement d'économie d'énergie. Et l'un doit se faire en cohérence avec l'autre, bien entendu.
Alors, les contraintes extérieures, notamment sur le patrimonial, et je reviendrai plus tard, c'est de vérifier sur l'Atlas des patrimoines. Donc ça, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, vous tapez Atlas du patrimoine sur Internet et vous verrez très vite ce qui concerne votre établissement si vous ne l'avez pas déjà fait, pour voir si on est soumis à une contrainte. Ensuite, le PLU, là aussi on verra plus tard, s'il n'y a pas de contre-indication à la pose du photovoltaïque. Alors souvent les PLU sont quand même assez absconses, hein, assez compliqués à interpréter, mais malgré tout, parfois on a contradiction et donc ça, c'est pas évident. Ça veut dire que en fait, il faut demander à ce que le PLU soit révisé après discussion avec la mairie pour que votre projet puisse se faire et ça prend beaucoup de temps. Et enfin, pour petite dédicace à ceux qui habitent la montagne, si on dépasse les 900 mètres, et notamment dans notre belle région Bourgogne-Franche-Comté, on a toute une série de cas un peu partout, et surtout à l'est, en fait, une note de calcul supplémentaire du fournisseur de la structure de supportage sera nécessaire pour attester la validité des systèmes d'intégration. Donc, c'est un peu une phrase compliquée, mais qui veut surtout dire que même si les ETN et les ATEC, donc qui sont dans notre jargon du photovoltaïque, les documents demandés par les assureurs, même s'ils deviennent caducs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du photovoltaïque. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu plus de précaution, mais ce n'est pas du tout insurmontable. Il faut juste faire un effort de plus et ajouter ce qu'on appelle des notes de calcul qui seront visées par les autorités compétentes, bureau de contrôle et ou assureurs dans le cas présent. Un point d'intérêt aussi pour vous, si vous êtes doté d'une élicitation, comment on gère le risque? Et bien là aussi, c'est très jalonné. Ça a fait beaucoup de progrès parce qu'il y a quelques années, en fait, la DGAC était beaucoup moins claire et je me souviens de grands moments de solitude. On ne savait pas trop comment prendre le problème. En fait, on analyse le site, on le catégorise, on regarde si on est, en fait, notamment, c'est pas pour les élicitations, mais pour la proximité d'un aéroport, si on est à 3 km ou pas. Et ensuite, vous voyez que sur une station, en fait, quand on est à moins de 100 mètres sur les côtés ou à moins de 500 mètres de la grande longueur, en fait, quand on a une installation photovoltaïque de moins de 500 mètres carrés, on a d'ores et déjà la non-obligation de réaliser une étude d'éblouissement. C'est-à-dire que la DGAC, elle a mis en place un guichet unique, je vous ai mis le lien en dessous, qui déjà élimine toute une série d'obligations, notamment d'études d'éblouissement, si on est un petit système et qu'on est à distance respectable. Voilà, les choses se sont déjà beaucoup arrangées. Par contre, si on est à l'intérieur et qu'on a une installation qui fait plus de 100 kW, en gros, à ce moment-là, on remplit le formulaire de demande en ligne de la DGAC et elle nous dit s'il y a besoin éventuellement d'une étude d'éblouissement. Alors tout ceci pour arriver au point que, et là je ne veux pas être totalement sûr de moi ou on va dire direct et j'arriverai pas à trouver le mot, mais voilà, de vous dire une vérité qui est présente dans tous les cas. Mais en fait, actuellement, les projets photovoltaïques qu'on voit passer, et notamment les entités bureaux d'études spécialisés dans l'étude d'éblouissement, nous font des retours, puisqu'ils en font des centaines. Des cas de refus total sont extrêmement rares. C'est-à-dire que la plupart du temps, on arrive à trouver un moyen de trouver une mise en œuvre un petit peu spécifique, un changement d'angle, ou l'utilisation de panneaux photovoltaïques un petit peu particuliers qui ne coûteront pas forcément beaucoup plus cher, mais ce n'est pas vraiment un obstacle au final. Alors un exemple d'illustration, c'est un établissement de santé dans le Jura, que je n'ai pas volontairement cité, mais certains peut-être le retrouveront, dans la campagne. On avait une illustration, un héliport plutôt, qui était juste à proximité du projet photovoltaïque. Et bonheur, et ça peut être votre cas, il n'est pas déclaré comme hélistation. Donc, du coup, en fait, on n'a pas d'obligation, parce que là, on était vraiment très proche, on n'a pas d'obligation, même pour des surfaces photovoltaïques importantes, on le verra, de mettre en place une étude d'éblouissement, sauf si le service de l'urbanisme, c'est-à-dire au-delà de la DGAC, le demande. Et ce projet, voilà pour la petite histoire, vous voyez qu'il était quand même largement doté de plus de 500 mètres carrés de panneaux. En fait, après une demande auprès de la DGAC via un formulaire en ligne, on a eu le retour qu'il n'y avait pas besoin d'études d'éblouissement. Et c'est un projet qui est typique de, je pense, que vous pourriez faire
c'est-à-dire de l'autoconsommation individuelle avec vente de surplus, sur une imposition d'un bac acier récent qui permettait de le faire. Voilà. Sans transition, la partie études structure, qui est aussi un enjeu important sur vos établissements. En fait, c'est vraiment un aspect du projet photovoltaïque qui est vraiment ultra important. Donc, si on est sur un bâtiment neuf, bah, tout va bien parce qu'on arrive à mettre en place ce qu'il faut pour que structurellement le photovoltaïque puisse être intégré. Mais sur l'existant, c'est autre chose. Déjà, bah, une obligation sur les ERP d'études de solidité à froid. Et quand on est sur de la logique de module surimposé, forcément, on rajoute de la charge. Et donc, on a vraiment obligation de faire appel à un bureau d'études spécifique. Les structures légères type vieux hangar avec charpente métallique en treillis, bah, en fait, en général, c'est très compliqué d'avoir une solution, puisque des renforcements coûteront très cher. Donc voilà un exemple de vraiment de situation un petit peu difficile. Ce qu'il faut retenir, c'est que très souvent, ça mérite vraiment le cas de commencer à regarder le potentiel de vos toitures existantes, d'éliminer vraiment pour d'autres raisons que la raison structurelle, celles qui ne seront pas intéressantes. Et une fois que ce package global de toiture potentielle est disponible et identifié et même un petit peu préétudié, à ce moment-là, ça vaut la peine de lancer des études structure. Parce qu'une étude structure, c'est assez lourd, ça coûte assez cher. C'est normal hein, parce que la plupart du temps, sur de l'existant, on n'a pas forcément accès au plan. Et donc, le BE spécialisé, il doit relever toute une série de sections de poutres et de refaire les calculs. On le verra plus tard, les types des toitures qui sont plus ou moins favorables. Autre enjeu très important, le raccordement au réseau. Donc ça, c'est typiquement un enjeu très fort, notamment au milieu rural, hein, puisque le réseau électrique qui va permettre d'accepter un éventuel surplus ne sera pas forcément pas prêt à le faire. D'autant qu'il faut toujours avoir en tête que même un établissement qui installe, par exemple, 100 kW crête, qui a une consommation de l'ordre de 100 kW en semaine, eh ben, il se pourrait que le week-end, il soit au ralenti, il soit plus qu'à 20. Et donc, le réseau, il doit être capable d'accueillir 80. Le réseau extérieur. Et donc, Enedis fonctionne toujours par rapport à des tailles de câbles, pour être un petit peu simplificateur, et non pas par rapport à des besoins électriques. Donc, ça peut des fois conduire à de l'incompréhension, mais on a des contraintes qui peuvent conduire à réduire la puissance envisagée pour éviter des coûts rédhibitoires. Et là encore, on a des effets de seuil. Que sont les coûts rédhibitoires? C'est tout simplement, la plupart du temps, un renforcement conséquent du réseau électrique et notamment la mise en place d'un nouveau poste parce que on est en bout de ligne et que l'injection photovoltaïque va changer la donne. Vous avez en haut à droite, pour les techniciens, un exemple d'impact de l'insertion d'une quantité significative de centrales photovoltaïques sur un réseau à l'échelle de la basse tension, qui montre que la tension moyenne augmente quand on a une faible consommation, une forte production, notamment en été, à midi. Et donc tout ça doit être régulé. Voilà. Pour terminer sur l'approche aussi, on va dire, très importante à avoir dans un projet, c'est l'assurabilité. Et ça, je pense que autant les précédents, en fait, on arrive à trouver des solutions techniques assez souvent, autant l'assurabilité, ça peut être nettement plus compliqué. Je pense que vos échanges éventuellement avec vos assureurs, plus que jamais, depuis quelques mois, et on voit, nous, côté planeur, que ça se sévérise, en fait, on doit vraiment montrer patte blanche pour la conformité entre vos panneaux photovoltaïques, leur système de fixation et, on va dire, la toiture, l'ombrière qui va accueillir tout ça. Donc, on a des dispositifs que l'on voit ici, hein, ETN, ATEC, ATEX. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un jargon qui est assez technique, mais vous donner plutôt un exemple. On a des prescriptions techniques qui sont liées à ces documents qui sont très précis, notamment sur, on voit surligné, le type de module qui peut être utilisé par un type de fixation donné, assurable, les longueurs maximales de rampant de toiture, des entraxes entre les pannes des charpentes, enfin toute une série de choses
qui font que, et même, et c'est très important de connaître typiquement ce détail, vous avez pour certains bâtiments des toitures qui sont faites à partir d'un bac acier dont l'onde du bac n'a pas de dispositif assurable sur le marché français. Et donc là, on se retrouve devant un gros problème, c'est que soit on change le bac, soit on ne fait pas de photovoltaïque, soit on trouve des solutions un peu détournées mais qui coûtent rapidement très très cher. Et tout ça pourquoi? C'est pas non plus dénué de sens, hein. Tout ça pour pouvoir permettre en fait aux entités qui vont cadrer votre projet, hein, soit qui vont le financer, soit l'assurer. Donc là, il y a des forts enjeux économiques et financiers de pouvoir maintenir toutes ces garanties. La garantie décennale des installateurs, l'assurance des producteurs, donc avec de la responsabilité civile et du multirisque exploitation, et puis au final aussi encadrer en fait, le sérieux et le professionnalisme des acteurs qui vont poser, donc c'est lié aussi à la garantie décennale, mais les qualifications RGE de l'installateur. Et puis bien sûr, hein, la dernière ligne, ça va de fait, et c'est très souvent lié, l'organisme bancaire qui va vous octroyer l'emprunt, au même titre que même le tiers investisseur qui va en fait vouloir contractualiser avec vous, et en fait vont prendre beaucoup de précautions puisque eux-mêmes, bien sûr, iront faire le même travail de trouver des garanties par rapport à leur projet. Voilà, donc ça c'est vraiment un point extrêmement important à bien garder en tête. On enchaîne sur un point aussi qui est souvent mal connu, mais qui doit quand même être suivi. C'est le cas de le dire, c'est l'après mise en service. Une fois que vos travaux sont réalisés, c'est de bien sûr toujours avoir un système au moins minimaliste, au moins minimum, de surveillance des performances de votre système de production d'électricité. Alors quand c'était de la vente totale, on va dire que c'était assez simple, parce qu'en gros on avait un productible, et puis s'il déviait en fait rapidement avec un petit boîtier, on voyait. Là maintenant, en fait, si on parle d'autoconsommation, c'est un petit peu plus compliqué. Alors on est toujours capable de la même façon de pouvoir mesurer la production. Par contre, les performances économiques sont plus compliquées à appréhender, puisque une partie va être autoconsommée et une partie va être vendue. Et c'est seulement la partie qui est vendue qui est mesurée par défaut par le compteur Enedis. Donc ça veut dire que on peut être amené à mettre en place d'autres moyens de métrologie si on veut visualiser de manière assez précise, on va dire, le retour économique à la fois de l'autoconsommation et de la production. Et à ce titre-là, ça va prendre 30 secondes, mais j'aimerais quand même vous faire un petit éclairage. C'est le début, mais ça mérite. Et je sais que nos voisins d'Espul en parlent depuis quelques mois également. Et nous, on y fait face vraiment brutalement dans nos projets, côté planaire. C'est les précautions à prendre en termes de cybersécurité. Puisque on avait la tentation jusqu'à présent de mettre en place des connexions vers l'extérieur à travers des clés 4G, à travers toute une série de dispositifs. L'intelligence d'une installation photovoltaïque et l'onduleur, et soit par négligence, soit par simplicité, éventuellement de connecter cet onduleur à votre réseau informatique ou à votre réseau de GTB, GTC. Et là, je vous laisse deviner les choses qui se présentent de plus en plus. C'est le risque, justement, que vous ayez un lien direct entre l'extérieur et votre réseau. Et là, c'est là le début du commencement de grandes précautions à prendre. On connaît des solutions techniques, mais ça demande d'avoir un petit peu de prise de conscience et de se préparer. On sait qu'on peut faire des choses pour se prémunir de tout ça sans gréver la rentabilité économique des projets. Et pour finir, presque finir, avant la fin de vie, l'exploitation. Donc là, bien entendu, il faut que vous ayez systématiquement un petit contrat de maintenance, même sur la partie photovoltaïque. Donc le mot petit est très important, c'est-à-dire d'avoir vraiment le minimum. En général, c'est une visite par an, avec un peu de curatif, c'est-à-dire un dépannage qui est chiffré, au cas où il y a un problème, mais vraiment le récurrent, c'est ça. Dans notre belle région, alors par extension les autres, mais notamment la Bourgogne-Franche-Comté, le nettoyage systématique à période régulière des panneaux n'est pas forcément systématiquement indispensable, alors, sauf exception. Parce que ça coûte quand même relativement cher et en fait, un coup de sirocco n'est pas dépendant d'une fréquence au cours de l'année. Donc voilà, il y a une approche qui peut-être nécessite d'être un petit peu agile.
et de déclencher plutôt que de faire ça régulièrement. Enfin, dernière diapo sur les précautions et puis les caractéristiques d'un projet photovoltaïque, c'est la fin de vie. Et là, c'est vraiment pour vous rassurer. Vous avez un dispositif qui s'appelle Soren en France actuellement, qui régit et qui gère la récupération des modules en fin de vie. Vous avez toute une série d'informations ici, notamment les volumes collectés. On voit qu'on est à peu près entre 3 et 5 000 tonnes. Ce sont des volumes qui sont relativement faibles pour l'instant. On voit que l'essentiel est recyclé et que sur un panneau photovoltaïque, les choses sont quand même très pratiques puisque 90 à 95% des constituants d'un panneau sont recyclables. Vous voyez en bas à gauche, hein, on a avant tout du verre, on a pas mal d'aluminium et en fait, en gros, là où on est un petit peu plus gêné pour recycler, c'est au niveau des composites, des plastiques ou dérivés, sur lesquels, pour l'instant, on fait essentiellement soit du traitement par broyage et une valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on les incinère. L'idée maintenant, c'est que de plus en plus, sur la partie gauche de votre diapo, on a des mécanismes qui se mettent en place où vraiment on va séparer les composants du panneau, notamment par délamination. C'est un système en fait utilisant de la technologie assez pointue et qui permet de récupérer une bonne partie des composants, donc notamment le silicium et l'argent. Et c'est très prometteur parce que du coup, on va vraiment avoir des choses très intéressantes à l'avenir. Voilà, alors maintenant, on va faire un tout petit peu de réglementation d'urbanisme, notamment les dispositions qui sont nécessaires sur les PLU référents au solaire. Vous voyez ici un exemple, hein, des projets qui peuvent être avec une obligation de centrer sur l'intégré bâti. C'est de moins en moins parce que c'est un peu gênant, ça coûte très cher. On voit que les PLU sont assez rarement adaptés au cas des ombrières, que c'est un objet qui n'était pas souvent prévu lors de l'édification de ces PLU. Et on a toute une série de dispositions favorables qui peuvent être insérées dans les PLU. Donc là, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus, mais dans le diaporama, si vous avez un moyen de levier un petit peu dans les réformes de PLU de vos communes, ça peut être extrêmement intéressant. Une autre diapo que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en termes d'autorisation d'urbanisme en fonction des caractéristiques du projet photovoltaïque. On voit que plus l'installation est grosse et bien sûr plus l'autorisation est importante et détaillée. Mais on voit en fait que la plupart du temps on est bleu, on est assez peu rouge. C'est-à-dire qu'on fait appel avant tout à de la déclaration préalable et assez peu à des permis de construire. Quand on est dans une zone régie par la protection des monuments historiques, on a besoin d'un avis conforme des ABF, des architectes des bâtiments de France. Et là, bien entendu, c'est un petit peu du sur-mesure, même si encore récemment, on a toute une série de dispositifs qui nous permettent quand même de convaincre, d'avoir l'accord, même des fois sans l'accord de l'ABF, on arrive quand même à réaliser des projets incluant du solaire, mais la plupart du temps, on arrive à avoir l'adhésion de l'architecte des bâtiments de France. On voit qu'on doit quand même faire attention à ce qui est écrit, notamment dans les PDA ou les SPR, c'est-à-dire des plans spécifiques à l'échelle d'une commune qui régissent de manière, dans un périmètre, des règles assez précises de critères d'intégration des énergies renouvelables notamment. La réglementation incendie, pour les ERP, elle est quand même assez sévère, donc ça vous concerne avant tout. On a besoin d'un avis de la Commission centrale de sécurité qui nous amène à transmettre un dossier de déclaration de travaux au SDIS, qui lui est territorialement compétent pour ce type de mesures. Et toutes les dispositions sont prises pour éviter aux intervenants des risques de choc électrique. Et principalement, en fait, on essaye de mettre en place maintenant toute la partie câblage en courant continu, onduleur à l'extérieur. Voilà, c'est un peu la grande règle qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez ici un exemple, une illustration, où le SDIS a, pour une école dans le Vaucluse, demandé qu'il y ait du cheminement entre les différentes portions de modules installés, les onduleurs à l'extérieur et des chemins de câbles sur les façades, notamment la partie courant continu. Voilà, j'espère que en fait, je suis pas mal. Je ne sais pas, David, si on peut faire le petit break de questions ou si on Oui. continue.
Oui, il y a juste une question. Alors tu l'as traité. Il y avait une diapo sur ce sujet-là. Donc Lucie Grillon posait la question en ACC, donc on revient un petit peu avant cette séquence-là, s'il faut être propriétaire du site qui consomme. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements, tu vois, médico-sociaux, sanitaires, qui peuvent être aussi locataires d'un bailleur social, par exemple, hein, et être Oui, concernés. oui, Tu oui. vois, Bon, donc alors je on pense à ça, peut, hein, derrière cette question. oui, tout à fait. Bah, en fait, on peut tout à fait dissocier le propriétaire du locataire. Simplement, en fait, on sera sur des montages qui vont être beaucoup plus complexes. Euh, du coup, ça veut dire que vous allez avoir d'un côté un propriétaire des murs qui sera éventuellement bah, l'investisseur de l'installation photovoltaïque. Et de l'autre côté, vous, locataire, qui êtes le titulaire du compteur, en fait, et qui payez votre facture d'électricité. Et là, du coup, vous allez avoir, c'est vous-même qui allez bénéficier bah, en fait, de la vente de surplus, c'est vous-même qui allez faire des économies, mais ce n'est pas vous qui allez investir. Sauf si, en fait, vous mettez en place un mécanisme où vous allez investir en tant que locataire sur la toiture, ce qui est extrêmement plus compliqué. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là réfléchir. Alors, ça dépend si vous êtes des entités publiques ou des entités privées, mais à trouver, en fait, on passe sur de l'autoconsommation qu'on appelle collective mixte, c'est-à-dire avec un composite entre les deux et des arrangements à trouver. Quand on est sur du public, ça devient vite très compliqué. Voilà, c'est un petit peu ça, je pense, la principale conclusion de ce cas de figure. Oui, du coup, c'est au cas par cas, parce que là, on peut avoir des structures qui, tu vois, une même structure, un même sirène, est propriétaire de bâtiment. Et Mhm. par ailleurs est produit et quelques kilomètres est locataire d'un bâtiment et consomme, Oui, tu vois. On a pas mal de cas de figure comme ça aussi. oui, Euh, oui. Alors, si on se trouve sur un locataire, à ma connaissance, il n'y aura pas de souci. Si on est juste à l'échelle du consommateur. Puisqu'en fait, le fait que vous ayez produit ailleurs, vous allez pouvoir consommer entre vous, puisque le réseau public est complètement agnostique. Il ne fait pas du tout cas du propriétaire du bâtiment à distance. Dans ce cas-là, c'est plutôt très favorable. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous pouvez être locataire, il n'y aura pas de souci. Parce que je vous rappelle, l'autoconsommation collective n'a aucune conséquence sur le physique, sur le réseau électrique. Vous ne changez rien, vous n'avez pas de travaux, on utilise le réseau public pour transférer les électrons. Et ça, c'est un cas particulier, j'ai envie de dire. oui, ça rejoint, bah là, Lucille a confirmé que l'idée serait de produire sur le site où on est propriétaire et consommer où on est locataire. Voilà. Voilà, Ça rejoint ce que ça, c'est bon, ça. Ouais, Tout à tout fait. à fait, ça se fait. Question par rapport aux onduleurs intégrés au panneau ou à l'extérieur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les micro-onduleurs ou les Oui, onduleurs alors en chaîne. oui, je suis pas allé dans Mais, le niveau de détail des micro-onduleurs, ouais, sur la effectivement. sécu incendie, sécurité incendie liée à ces onduleurs, Oui. le moins Alors les deux contraignant, en sont, fait. alors les deux sont possibles. Par rapport à la sécurité incendie, il n'est pas du tout interdit d'avoir autre chose que des onduleurs, micro-onduleurs. On peut avoir tout à fait des onduleurs de chaîne. Ça dépend beaucoup de la taille de l'installation, ça dépend beaucoup de l'équilibre économique qu'on veut. Et l'un et l'autre ont des avantages, mais j'insiste vraiment, on peut très bien avoir une centrale photovoltaïque sur un ERP qui est accepté par le SDIS sans utiliser des micro-onduleurs. C'est juste qu'on doit prendre des précautions, notamment en équipant avec des optimiseurs potentiellement, en équipant avec une coupure, un coffret d'essai qui soit au plus près des capteurs, et surtout un cheminement du courant électrique en courant continu qui soit quasiment systématiquement à l'extérieur jusqu'à votre onduleur. Et donc, ce qui se met de plus en plus en place sur des projets tels que des projets qui visent vos établissements, c'est d'installer les onduleurs, le ou les onduleurs à l'extérieur, notamment sous un shelter métallique qui le protège, on va dire, de l'environnement et qui, malgré tout, le protège des intempéries et lui permet d'être localisé à l'extérieur. Et très bien. Je crois qu'on n'a pas de questions. Là, on vient d'en avoir une. OK. Alors, je ne sais pas si tu vois Non, 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 je suis question. en écran Ah, total, donc pardon. je ne vois pas les questions. Oui, c'est par rapport au financement européen. Là, je vois la subvention d'investissement.
Mais Stéphane, je crois que c'est vous qui avez levé la main. Je vais peut-être juste vous passer la parole, puis après on va poursuivre, puisque c'est- hop, je vais essayer d'activer votre micro pour que vous puissiez, voilà, poser votre question. Là, j'ai autorisé votre micro. Normalement, vous pouvez. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. En fait, on avait une question parce que suite au contrat d'investissement qu'on a eu avec la subvention article 50, on voulait financer du coup nos panneaux solaires. On avait un projet de panneaux solaires qu'on avait remonté dans ce qu'ils nous avaient demandé, était financé par une subvention européenne. Et il y a un article dedans qui nous stipule, ils nous disent dans tous les cas, un même projet ne peut pas bénéficier d'un double financement européen. Et nous, la question, c'était si on décidait de vendre du surplus d'électricité à des tiers, est-ce que ce serait considéré comme une double subvention, un double financement? Alors, sous couvert, on va dire, de la précision des articles mis en exergue, parce que là, voilà, je pense que effectivement, aux yeux de Bruxelles, le mécanisme français de valorisation financière sur 20 ans, qu'on appelle l'obligation d'achat, est considéré comme une aide publique. Donc là, vous parlez d'aide européenne. Est-ce que par transition, les aides nationales aussi sont considérées comme telles? Il me semble que oui, c'est-à-dire qu'on a vu plusieurs exemples. C'est difficile de financer deux fois avec de l'aide publique une installation photovoltaïque. D'abord à l'investissement, puis en lui permettant de vendre son surplus avec l'obligation d'achat. Donc en général, on doit décider, soit on fait de l'autoconsommation totale, auquel cas on est totalement libre, soit en fait on accepte de faire de l'autoconsommation avec vente de surplus, mais à ce moment-là, on ne peut pas bénéficier d'aide à investissement. Voilà. Peut-être que le cadre européen que vous mentionnez est dérogatoire, mais ça m'étonnerait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, par contre, l'État a quand même été assez sympa. Souvent, il est assez permissif sur la prise en charge de coûts qui ne sont pas les panneaux eux-mêmes. C'est-à-dire d'avoir du coup de l'aide sur le renforcement de la charpente, sur la partie aménagement sur votre installation photovoltaïque. Mais à un moment donné, voilà, le panneau en tant que tel, le producteur d'électricité, tout ce qui s'y rapporte, onduleurs et compagnie, doit normalement être sorti de l'enveloppe. Ouais, d'accord, Ok. merci. Je vais Parfait. prendre peut-être une autre question, puis après on va embrayer, puisqu'il y Ouais. a, donc pour l'autoconso avec surplus, cela nous oblige à nous engager 20 ans avec le fournisseur où le contrat peut être rompu à un moment donné. Ou l'autoconso avec Alors, surplus. oui, alors c'est là où on est, l'État dans sa grande largesse à l'automne 2021 a sorti ce qu'on appelle le S21, donc ça parle à beaucoup d'entre vous, ils en ont sans doute entendu parler quand on leur a parlé de photovoltaïque. Et ce mécanisme, en fait, dans sa grande bonté, a mis en place le fait que vous pouvez sortir plusieurs fois d'un mécanisme de valorisation de votre électricité. Alors, vous pouvez passer de la vente totale à la vente de surplus, de la vente de surplus à la vente totale. La seule chose, c'est qu'en face, votre installation électrique, elle est câblée d'une certaine façon. Et donc, il y a des mécanismes qui sont plus faciles à mettre en œuvre de passage de l'un à l'autre que d'autres. Et en fait, pour répondre à votre question, oui. Simplement, derrière, il y aura toute une série de vigilances à regarder de près sur au bout de combien de temps votre installation en fait, a besoin d'être changée de mécanisme, sous quel contrat elle a été mise en œuvre, est-ce que vous devez ou pas payer, on va dire, le fruit de la vente que vous avez cumulé depuis un certain nombre d'années, parce que c'était le cas il y a encore récemment. Donc il y a toute une série de précautions à prendre, mais la réponse est oui, on peut. Et c'est tout l'intérêt de l'autoconsommation collective par rapport à l'autoconsommation individuelle, c'est qu'on a une grosse liberté de réarranger des actifs éventuellement au bout de quelques années. Oui, effectivement, c'est depuis ce tarif. On a une dernière question, mais qui va rejoindre ce que tu vas aborder là sur les toitures Ouais, adaptées pour l'installation, puisqu'on a une question oui, sur une couverture légère type pergola de 100 mètres carrés devant un EHPAD, enfin sur une terrasse d'EHPAD. et ben Et voilà, ça, je pense qu'il va le super. traiter. Du coup, ça fait la Ouais, bonne ouais, transition. ouais, je vais le traiter. Allez, alors du coup, bah, votre pergola, quand on regarde les toitures, on a trois grands types de toitures. Bac acier, tuiles, terrasse. Donc ça, c'est un peu j'aurais dire le top 3 de ce que vous avez sur vos toitures. Donc là, vous voyez qu'on a toute une série de règles.
Pour le bac acier, c'est de s'assurer que le bac acier rentre dans les specs des systèmes assurables d'intégration. Vérifier l'âge aussi, puisque n'oubliez pas qu'on investit sur un système qui va être mis en œuvre pour 20 à 30 ans. Donc, si c'est vétuste et ça a plus de 15 ans, il faut bien se poser la question, est-ce que je ne vais pas être amené assez vite à redéposer mon photovoltaïque, ce qui coûte vite 20 à 30% de l'investissement, pour changer mon bac et le remettre après. Donc ça, c'est une première chose. La toiture tuile. Alors, on a des durées de vie qui sont quand même très intéressantes. Et donc, du coup, on peut se projeter un peu lointain, de manière lointaine, quand on fait du photovoltaïque. Mais là encore, le modèle de tuile doit avoir des spécifications pour lesquelles on a des systèmes d'intégration. Et donc, du coup, c'est vraiment le conseil principal. Quand vous avez une toiture, vous vous faites aider par un spécialiste qui va vous dire tout de suite, eh bien, avec votre toiture, on a déjà sur l'étagère en fait un système assurable ou pas. Une toiture terrasse, c'est à la fois un très bon client, mais également un problème potentiel. On doit vérifier l'âge et l'état de la membrane. Si elle a plus de 15 ans, en fait, on voit bien qu'il y aura un problème de synchronisation. On doit absolument vérifier la classe de compressibilité de l'isolant. Donc, il faut absolument que l'isolant soit non compressible pour pouvoir mettre du photovoltaïque. Et puis, s'assurer que le modèle de membrane rentre toujours dans les systèmes d'intégration. Le client qui, en général, se passe très bien avec du photovoltaïque, c'est quand on a une toiture terrasse gravillonnée. Parce qu'en gros, il y a de fortes chances qu'elle soit à la fois structurellement compatible, puisqu'en fait, on va enlever des graviers et on sera à isopoids, voire à poids inférieur. Et elle aura, en fonction de l'état de santé de sa membrane, la possibilité d'accueillir du photovoltaïque. Alors bien sûr, après, je vais arriver jusqu'au pergola, bien sûr, mais avant, vous voyez des exemples de toiture tuile ou de toiture inclinée avec un bac acier. Et on voit que le bac acier, il a besoin quand même d'avoir une épaisseur minimale et des hauteurs d'onde qui soient, pareil, comprises dans des seuils assez similaires. Un exemple aussi qui est assez anecdotique, mais quand même qui a toute son importance, on a un gros souci actuellement pour mettre du photovoltaïque sur des toitures à joints debout. Alors pourquoi? Parce que les joints debout, donc souvent, sont en zinc et on a des problèmes de dilatation différentielle. Et on sait actuellement, pour travailler sur de nombreux projets côté planaire, qu'il y a un fabricant de structure qui est en train de réaliser une ETN pour un fabricant de joints debout. Et donc, on a une solution qui est en train de se présenter en joint debout, mais elle va être disponible dans quelques semaines. Et ce sera pour des joints debout neufs ou des joints debout existants qui auront une certaine forme géométrique. Je ne vais pas citer de marque, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que voilà, on a des soucis en général. Et cet exemple qui est pris en photo, c'était vraiment une exception parce que le bureau de contrôle avait fait preuve d'une grande largesse et avait, on va dire, donné son accord malgré l'absence d'ETN et d'ATEC. Toiture terrasse, vous voyez, l'approche la plupart du temps est lestée et c'est ce qui permet de couvrir beaucoup de cas de figure quand on a une toiture qui s'y prête bien. On peut être aussi avec des systèmes soudés. Donc là, ça nécessite la plupart du temps d'avoir une réflexion de l'étanchéité pour pouvoir, en même temps que l'on pose la membrane, en fait, thermosouder les plots par-dessus. Donc là-dessus, il y a un ATEC et c'est un fabricant assez connu au niveau national. Et puis enfin, l'exemple de tout à l'heure, qui est souvent un cas de figure qui marche très bien, c'est la toiture étanchéité, terrasse étanchéifiée avec protection gravillon. Et là, du coup, on arrive assez bien à intégrer du solaire. Voilà, et donc je termine avant de parler de nombrières de parking. Les pergolas, en fait, une pergola, ça dépend beaucoup de sa composition structurelle. Est-ce qu'elle a été calculée pour avoir une descente de charge compatible? Est-ce qu'elle est assurable? Est-ce qu'on a une ETN pour la fixation? C'est-à-dire qu'est-ce que l'assureur, puisque vous allez passer dessous, il va vous permettre va être réconforté par le système de fixation proposé. Et cette pergola, à ma connaissance, pourra bénéficier du tarif de vente de surplus, puisqu'elle sera considérée comme un brise-soleil, je pense. Enfin voilà, elle pourrait être éligible.
a l'obligation d'achat puisqu'elle fait partie du bâtiment et elle a une fonction, on va dire, de couverture. Voilà. Pour les ombrières, bah, pareil, on a le besoin d'une certification de type ETN, tout simplement, encore une fois, pour des raisons d'assurance. Et puis pour les fixations sur des parcs au sol, là, ça vous concerne peut-être un petit peu moins, quoique la plupart du temps, maintenant, on fait appel à des pieux battus, ce qui est le plus, on va dire, le plus aisé, ou éventuellement, on peut faire appel à des fondations béton. Voilà pour les toitures et les mises en œuvre de systèmes. Un petit point rapide, alors qui est très technique, mais je vais quand même passer 3 minutes, et ça vous restera, je pense, c'est que de plus en plus dans notre belle région, on a des cas de grêle. Et là, du coup, c'est surtout ces diapos pour montrer qu'on a des solutions dans le photovoltaïque. Le standard, c'est la conformité CE, c'est-à-dire que n'importe quel panneau que vous mettez en place sur vos projets, il doit tenir à 25 mm de diamètre en termes de grêlon. C'est la norme européenne, c'est la IEC 61215 2.2016. Ce qu'il y a, c'est qu'on le voit en bas de cette diapo, c'est extrait en fait d'un document normatif suisse. Je vous rappelle, hein, Planer est d'origine suisse, donc on connaît bien, et eux sont pas mal en avance de phase. Ils ont calculé des niveaux d'occurrence d'épisodes climatiques en fonction de la taille des grêlons. Ce qu'on appelle la période de retour. Vous voyez à gauche, entre 1 et 300 ans, par région, on va dire, de la Suisse, le diamètre minimum à partir duquel on a une occurrence. Donc vous voyez que dans beaucoup de régions, notamment la région limitrophe avec notre Franche-Comté locale, le Jura, en fait, faut dire qu'à l'est du Jura, on a à peu près tous les 20 ans un risque d'avoir des épisodes de grêle de diamètre de plus de 30 mm. Vous voyez que la norme actuelle, à 25 mm, elle est juste par rapport à la durée de vie d'une installation photovoltaïque de 20 à 30 ans. Et que malgré tout, il faut de plus en plus réfléchir éventuellement à avoir des matériels, notamment si on a un couloir de grêle, qui tiennent au-delà de 30. Et là, on voit sur ce tableau qu'au-delà de 40 mm, c'est extrêmement rare. On est sur des épisodes centenaires, voire tricentenaires. Et justement, c'est un exemple. Alors là, j'ai pris volontairement un exemple hein, parce qu'il n'y en a pas 50 000 en France. C'est un fabricant français, donc c'est plutôt pas mal. Duelson qui a des modules, et notamment c'est des modules qui la plupart du temps sont vert-vert, ce qu'on appelle glace-glace, qui tiennent au moins ce qu'on appelle RG3, voire RG4, le 3 étant 30 mm et le 4 étant 40 mm. Et ça, c'est en fait, bien sûr, testé et normalisé par une certification, notamment du TUE. Donc voilà, c'est une question qu'il faut se poser dans les projets photovoltaïques, éventuellement de faire attention à peut-être payer un peu plus cher, avoir des modules un peu plus lourds, mais qui permettent de se prémunir contre ces risques. Et pour l'instant, les assureurs ne sont pas forcément ultra prescriptifs, mais on sent très bien côté planaire que ça va sans doute assez vite évoluer. Voilà, je vais terminer ma présentation, et je vois que c'est bien, il est 12h20, par des exemples de projets. Donc j'ai pris 2 établissements en Bourgogne-Franche-Comté en ayant eu l'accord au préalable hein, pour présenter une série de choses, donc pas forcément tout, mais l'idée c'est vraiment de vous donner des exemples. Le premier, c'est le centre hospitalier de Semur-en-Auxois. Alors Semur-en-Auxois, on va voir, c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est un centre hospitalier de taille moyenne qui a en fait, été rénové successivement, qui est un très bel outil et qui mutualise à la fois des installations potentielles photovoltaïques, on le voit, sur parking, sur toiture, et avec la proximité d'une hélice-station. Donc, on voit, c'est très intéressant. Alors, vous voyez déjà, c'est une approche où on a fait en étude de faisabilité. Vous avez plein de bâtiments, mais certains ne sont pas utiles, ne sont pas pratiques, ne sont pas compatibles pour des raisons structurelles, pour des raisons d'encombrement. Et donc, on voit qu'on dégage de ce projet un parking de plus de 1500 m², une toiture de bâtiment, un parking plus petit, notamment de l'EHPAD hein, qui est à côté, et une dernière toiture sur l'IFSI de cet établissement. Et on voit que, en fait, la plupart du temps, c'est un petit détail, mais pour les solutions en toiture, les dômes est-ouest, c'est-à-dire une mise en œuvre avec un panneau qui est orienté à l'est et l'autre à l'ouest avec des faibles inclinaisons, lestés sur ces toitures terrasses, graviers, sont les solutions qui sont retenues. Voilà. Pour aller vite,
c'est un bâtiment, un ensemble qui a une boucle HTA fermée, comme dans beaucoup de vos établissements, et qui, en totalité, a un talon de l'ordre de 270 kW et un maximum à plus de 500. Donc, c'est assez courant. Et donc, c'est très intéressant pour l'autoconsommation collective, enfin, l'autoconsommation individuelle photovoltaïque. Ici, vous voyez, en fait, on a une première ombrière qui permet de dépasser les 270 kW crête, qui est justement utilisable de manière très intéressante en autoconsommation individuelle sur le centre hospitalier. On a l'IFSI, vous voyez, pareil, sur lequel on peut mettre une petite centaine de kilowatts crête. Toujours pareil, la logique, c'est de se dire, en fait, on a une boucle HTA sur la partie hôpital, donc on va autoconsommer individuellement l'intégralité. Le bâtiment général principal du CH, qu'on appelle le bâtiment psy, qui permet, alors là c'est une erreur, c'est pas le bâtiment psy, c'est le bâtiment principal. On peut mettre beaucoup moins parce que là il y a déjà du solaire thermique et il y a beaucoup d'encombrement, donc là on peut mettre 45 kW. Et vous voyez qu'au final, quand on somme l'intégralité des producteurs à l'échelle de l'autoconsommation individuelle, on a un super taux d'autoconsommation de 99%, c'est-à-dire que tout ce qui est produit est consommé à un pouillème près. Et on a à peu près 16% des besoins électriques du centre hospitalier qui sont couverts. Alors, on fait passer toute une logique de tarifs de l'électricité. On prévoit une hausse de 1% par an à partir de la solution de base. On fait un chiffrage de l'ensemble du projet. Donc, on se retrouve à peu près à un peu moins d'1 million d'euros d'investissement. Alors ici, c'est en TTC. Et sans trop rentrer dans les détails, c'est à la fois pour l'ombrière, la toiture et la toiture du bâtiment principal. Bien sûr, on est un petit peu plus de 2 euros parce que tout ça étant très fortement aussi influencé par le coût de l'ombrière. Et puis, on voit qu'on a à peu près 16 000 euros TTC par an de coûts de fonctionnement. Ça permet tout ça de faire des économies à peu près à hauteur de 150 000 euros par an sur la base des hypothèses énoncées. On voit qu'on a 73% des coûts d'électricité payés par le centre hospitalier qui sont de la fourniture, donc on a des vraies économies là-dessus. Et ça nous donne un temps de retour qui est de l'ordre d'à peu près d'une dizaine d'années en autoconsommation individuelle sur ce site. Alors maintenant, c'est intéressant d'avoir une logique de bilan d'investisseur. Pourquoi? Parce que en fait, le centre hospitalier, il a deux boucles, enfin deux compteurs, deux points de livraison. Il y a le centre hospitalier et l'EHPAD. Et donc là, on est obligé du coup de se dire, si on mutualise les deux, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, on voit qu'on est à peu près, si on rajoute la boucle, l'apport EHPAD avec un échange d'énergie, en fait, on voit qu'on reste sur une rentabilité qui est à peu près du même ordre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé aussi sur ce projet de faire varier. On aime beaucoup faire ça, c'est extrêmement utile. Ce qu'on appelle une étude de sensibilité, c'est-à-dire on s'est dit, on fait nos calculs de rentabilité économique si, par exemple, on a une baisse de 20% de la consommation globale, à la fois du centre hospitalier et de l'EHPAD, qu'est-ce que ça donne? Et là, on voit clairement que comme on est encore assez petit en termes de dimensionnement, ça ne change pas le temps de retour tout en bas de notre chiffre. Par contre, si on a une hausse moyenne du coût de l'électricité qui n'est plus de 1% par an, mais de 3%, en fait, on gagne à peu près une année de temps de retour. Ce n'est pas la révolution, mais ça montre que forcément, ça rend le projet un petit peu plus un peu intéressant. Donc, sur ce premier projet que je vous présente, en fait, on est toujours au stade d'étude, donc il n'y a toujours pas de décision qui a été prise, donc ces chiffres sont amenés à évoluer. On a besoin maintenant de déclencher une étude d'éblouissement, un diagnostic structure sur certains des établissements les plus anciens, notamment l'IFSI, des démarches d'urbanisme, une préparation de la consultation, et puis la logique après de pose du système, raccordement Enedis. Et on sait que tout ceci nécessite au moins une année complète, notamment avec la partie ombrière, voire un petit peu plus en fonction des délais administratifs qu'on va rencontrer. Voilà. Il me reste encore que 5 minutes. Je suis désolé, le temps est trop court, mais je vais essayer rapidement de vous montrer un autre exemple. Alors, je ne vais pas être très, très technique, mais c'est pour vous montrer le domaine du possible sur la maison de retraite de Lyon avec une centrale au sol. C'est un cas vraiment particulier en autoconsommation totale. Et il me semble que j'ai cru identifier que parmi les participants, on a
Monsieur Guyot, qui notamment officie au niveau de cette maison de retraite. Donc, il me reprendra si je fais des erreurs. L'idée, c'est que vous montrer la démarche d'urbanisme qui a été mise en place. Quand on fait une déclaration préalable, en fait, on doit respecter toute une série de présentations d'informations. Qui plus est, quand on est dans un périmètre, on va dire, dans le cadre des monuments historiques, on voit ici, c'est le cas. Voilà, à côté d'un parc qui est classé à Auxerre. On voit qu'on est plutôt en bord de ville, donc c'est important, parce que même si on est dans une zone monument historique, la contrainte, on va dire, architecturale est quand même plus légère que d'habitude. Vous voyez, on est ici, donc c'est la fameuse DP1 de la maison de retraite de Lyon. C'est le parc de la Turbine, qui est un monument historique. On voit aussi qu'au niveau topographique, en fait, on est en contrebas, donc on n'a pas vraiment de co-visibilité du tout dans ce cadre-là. Vous avez ici, pour ceux qui ne connaissent pas, une vue aérienne et vous devinez, puisque c'est un projet au sol, la zone qui a été pressentie, qui a été validée, qui se trouve en fait en partie sud-ouest de ce site. Donc ça, c'est une vue en drone qui permet vraiment de bien voir les volumes. Alors bien sûr, au départ, on avait une zone bastimentaire qui avait été pressentie pour mettre en place du photovoltaïque à plusieurs centaines de kilowatts crête, mais on voit que c'était vraiment beaucoup de petites toitures et ça laisse l'étude de faisabilité avait montré que ça allait vite coûter assez cher, alors qu'on avait une ancienne zone de pâturage qui n'était pas utilisée ou qui avait accueilli auparavant des ovins, mais qui, en fait, par rapport à un certain nombre d'évolutions, ne pouvait plus en accueillir maintenant. Voilà. Donc tout ceci a permis de regarder l'alternative en fait au sol. Vous voyez toute une série de photos. Donc avec bien sûr un certain nombre d'arbres qui vont être replantés ou déplacés, la logique étant bien sûr de ce cadre-là. De faire appel à des modules de grande taille, surtout de faire très attention à l'intégration paysagère, de simplifier au maximum le raccordement électrique, puisqu'on voit que depuis cette zone, en fait, le trait rouge vous amène jusqu'au au TGVT du site, qui est associé à un transformateur pour l'intégralité de ce site. C'est un établissement quand même qui est, même étant un EHPAD qui a un talent de 250 kW crête, 250 kW en base, enfin en moyenne. Donc c'est un très très bon consommateur. Et donc l'idée c'est de regarder et de développer un projet au sol en autoconsommation totale à hauteur d'environ 200 kW crête. Donc avec une mise en œuvre à peu près de ce type-là, et surtout, voilà, ça c'est le plus important, une intégration paysagère soignée avec toute une série de végétaux qui permettraient de limiter la visibilité depuis la route. Et vous voyez que comme on est sur un système, un terrain en pente, on aurait beaucoup plus de facilité pour installer de manière assez discrète les panneaux. Voilà, donc avant, sur ce projet. Et avec, pour finir, en fait, la mise en place, on le voit ici, de 400 panneaux. Donc, tout ça pour vous dire que ce projet, qui est en phase pour l'instant pro-DCE, enfin, il développe, il a été finalement accepté par les services d'urbanisme avec une logique vraiment d'économie d'énergie, ce qui a permis de pouvoir en fait, avoir un accord de l'urbanisme dans cette configuration-là. Voilà, donc j'en ai fini. Il est 12h30, donc on est pile à l'heure et je suis vraiment désolé qu'on ait moins de temps pour les questions, mais peut-être qu'on peut déborder un petit peu. Oui, il y a deux petites questions. On est toujours sur la partie sur quelle toiture. On a des questions sur... alors, oui, toutes les tuiles ne peuvent pas supporter les panneaux photovoltaïques, c'était la question. Et la structure ne se fixe pas sur les solives ou litho. Au cas donc de toiture tuile. Ouais, ça dépend beaucoup du type de tuile ou du type de couverture que vous avez. Bien sûr, quand on est sur des systèmes de tuiles, la plupart du temps, on fait appel à des crochets et bien entendu, derrière, on va chercher la charpente. Donc, ça veut dire effectivement qu'on doit avoir une compatibilité entre ce que le système de fixation et son document d'assurabilité autorise et ce que vous avez dessous, bien entendu. Un cas de figure qui est très problématique, alors qui n'est pas insurmontable, mais qui la plupart du temps pose vraiment problème, c'est si parmi vos établissements, vous avez une toiture tuile, une charpente en bois,
mais que cette charpente en bois, pour des raisons d'économie ou de date de réalisation, est en fermette. Là, on a clairement, la plupart du temps, quand on fait une validation structure avec un PE structure, on va à l'encontre de problèmes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, une fermette a été dimensionnée au cas par cas et avec vraiment une optimisation pour être pile correspondant à la réglementation de l'époque. Et comme les réglementations neige et vent, ce qu'on appelle Eurocode, sont sévérisées, et ben, la plupart du temps, on ne peut pas assurer, ou au moins si elle est déclarée, mettre en place du photovoltaïque sur une toiture à fermette. À moins que, en fait, on ait un bureau d'études structure qui montre par le calcul que, en fait, on peut le faire. Donc, c'est un gros point de vigilance. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça nécessite un soin particulier. Question aussi sur les toits végétalisés. Oui. Toiture terrasse, Alors, le est-ce toit que c'est végétalisé. possible? Alors, un toit végétalisé, bien sûr, c'est une très bonne idée, pour peu que la descente de charge aussi le permette. Dans 9 cas sur 10, une toiture végétalisée sera en général plus contraignante en termes de descente de charge qu'une installation photovoltaïque. Ça pèse plus lourd. Bien entendu, si par exemple vous aviez une toiture végétalisée qui a été réalisée il y a de nombreuses années, que pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas reconduire et la remplacer par du photovoltaïque, en général, ça se passe super bien parce que qui peut le plus peut le moins. Si vous voulez par contre faire coexister de la végétalisation et du photovoltaïque, alors les avis sont partagés, mais entre spécialistes, et c'est le recul de notre grande famille de planaires côté suisse, qui nous font penser, la Suisse étant bien en avance par rapport à la France sur ces questions de coexistence entre le végétalisé et le photovoltaïque, que nous devons être extrêmement prudents. Et c'est même presque votre bon sens si, par exemple, vous vous occupez de l'entretien de vos toitures végétalisées. Si celle-ci commence à avoir beaucoup de végétaux et de végétalisation qui se développent, à un moment donné, il faut nettoyer, il faut arracher, il faut couper. Et là, je vous laisse deviner qu'avec du photovoltaïque à proximité, ce n'est pas très cool. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ce que l'on préconise côté planaire, c'est la plupart du temps de faire coexister l'un à côté de l'autre une partie photovoltaïque et une partie végétalisation, si on veut faire les deux. Oui, là, je pense que c'était sur une toiture végétalisée peut-être existante, mais oui, très bien pour les précautions à prendre, effectivement. Je pense qu'on va s'arrêter là, 12h34. Merci Daniel, c'était très complet. Donc les supports seront envoyés. J'espère que l'enregistrement a fonctionné. Dans tous les cas, voilà, les supports existent. Il y a aussi peut-être en ressources avec Daniel, on va faire peut-être deux, trois liens utiles. Hein. On parlait du site d'Espul et photovoltaïque.info qui est quand même une très bonne base d'informations. On n'a pas parlé des aides de l'ADEME, mais l'ADEME peut aider sur les études photovoltaïques en autoconsommation collective entre 50 et 70%, des études plafonnées donc une aide plafonnée à 10 000 euros. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter. Si besoin, j'enverrai peut-être la notice de l'ADEME, de Bertrand Cordonnier. En complément, je pense que ça peut être utile de vous la transmettre. Et puis après, voilà, dans le cas vous avez identifié Daniel, il y a d'autres bureaux d'études, aussi en Bourgogne-Franche-Comté, mais voilà, comme ça, vous avez pu voir en gros le travail que peut réaliser Daniel et son équipe sur des établissements de la région. Voilà, merci tout plein, Daniel. Et j'espère que. De rien. Voilà. Puis j'espère qu'on a répondu aux questions des uns et des autres. Oui, c'est ça. N'hésitez pas derrière à nous faire un retour. Voilà. Moi, je pense qu'on poursuivra et on mettra en avant d'autres opérations, visites et autres dans les mois qui viennent. Donc, on n'hésitera pas à partager ces bonnes pratiques une fois que les installations seront aussi en fonctionnement, mises en service, puisque là, on est encore sur les projets. Voilà. Très bien. Très Eh bien. bon appétit Bon à tout le appétit à monde. tous.